Je le répète, ceux qui sont derrière le conflit au Proche-Orient sont aussi derrière d'autres crises et vont utiliser tous les moyens pour semer la discorde et semer la dissension entre les gens partout dans le monde. Et ces gens-là, donc, sont des manipulateurs qui utilisent tous ces instruments pour déstabiliser les pays. Encore une fois, ils utilisent d'abord la situation au Proche-Orient en utilisant des méthodes terroristes contre les habitants d'Israël et contre d'autres populations. Et nous voyons que sur les lieux, on voit que à la place de ces terroristes, ce sont la population civile au nom de la responsabilité collective qui est punie. Et on voit qu'aujourd'hui, des centaines de milliers de vies de personnes qui n'ont rien à faire avec le terrorisme et qui ne peuvent pas fuir, qui ne peuvent pas échapper au bombardement. Et cela ne peut être justifié par rien du tout. Quand on voit les images des enfants morts, blessés, ensanglantés, et des femmes, des vieillards, du personnel médical qui souffre, évidemment, on a le cœur serré, on a les larmes aux yeux, mais nous ne devons pas, nous n'avons pas le droit de permettre de suivre les émotions. Il faut bien comprendre qui est derrière la tragédie des peuples du Proche-Orient et d'autres régions dans le monde. Qui organise ce chaos organisé? À mon avis, c'est aujourd'hui très clair, c'est évident pour tout le monde. Les commanditaires agissent de façon ouverte, effrontée, et les élites des États-Unis et de leurs satellites sont les principaux bénéficiaires de l'instabilité dans le monde. Ils tirent de là des avantages pour eux-mêmes. Et leurs stratèges, notamment aux États-Unis, comme puissance mondiale, on le voit d'ailleurs très bien par les tendances de l'économie mondiale, perdent de leur puissance. Ils perdent de leur hégémonie, ils cherchent à l'utiliser, mais cette hégémonie commence à partir dans le passé. Et les États-Unis cherchent à maintenir cette domination, cette dictature mondiale, et sur fond de chaos, c'est plus facile de le faire. Ce chaos permet de contenir, déstabiliser les concurrents, comme ils le disent ouvertement. Ils s'attaquent à leurs adversaires dans cette compétition. Ils s'attaquent aux pays qui veulent préserver leur souveraineté et ils asservent les pays pour qu'ils leur servent de laquais. Pour ce qui est de l'action des États-Unis en Syrie, nous avons réagi à des attaques contre le personnel des États-Unis, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. C'était un cas de légitime défense. C'est poignarder ce document que d'agir comme la Fédération de Russie agit en Ukraine. Monsieur le Président, je le répète, les États-Unis continueront leurs efforts, feront tout ce qui est en leur pouvoir pour alléger la situation dans la région. Et j'espère que la Russie sera à la hauteur de ses fonctions au Conseil de sécurité et travaillera avec la communauté internationale pour mettre fin à cette triste situation. Je vous remercie. Je représentant permanent de la Fédération de Russie a demandé la parole pour faire une nouvelle déclaration. Je lui donne la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je serai court. Après avoir entendu notre collègue américain, je pense que cette déclaration est une reconnaissance en fin de compte par rapport à la question que nous avons posée. Nous n'avons pas entendu de réponse, même aux questions que j'ai posées. Et je voudrais poser une question rhétorique qui n'exige pas forcément de réponse, parce que c'est une question rhétorique et la réponse n'est pas forcément évidente. Combien de fois les États-Unis ont-ils initié de réunions sur la situation humanitaire à Gaza avant la crise? Je vous remercie.